Bonjour. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un petit guide de survie pour les développeurs Java et qui ont la chance extraordinaire de passer sur du Node. Donc je m'appelle Cyril, je suis tech lead à Electra. Donc à Electra, on ne tabasse pas du zombie toute la journée, on fabrique des machines de coupe. Donc vos vêtements, il y a de fortes chances qu'elles aient été coupées par des machines Electra, une bonne probabilité, et on fait tous les logiciels qui vont avec. Si vous avez des questions, je n'aurai pas le temps à la fin, donc vous avez Twitter ou vous m'attrapez à la sortie. Et je vais montrer du code que vous aurez sur GitHub. Donc en fait, depuis 2 ans, je suis passé dans un monde un petit peu bizarre, ce qui fait que je suis très content de voir des gens à peu près normaux en face de moi. J'ai dû oublier à peu près tout ce que je faisais avant. J'ai été développeur Java pendant très longtemps, et ça fait 2 ans donc que je fais du Node. Et en fait, la première chose qui va vous frapper quand vous allez faire du Node, c'est pas un zombie, c'est JavaScript. JavaScript, pour vous dire, moi, je faisais pas beaucoup de JavaScript avant. Je faisais du copier-coller pour faire des animations rigolotes dans les pages web, mais c'est tout ce que je faisais, quoi. Et quand vous passez d'un langage qui est typé statiquement avec un bon système de type à du JavaScript, en fait, il va falloir que vous vous outillez un petit peu. Parce que JavaScript, en fait, son système de type, il est un peu particulier. Il y a grosso modo 6 ou 7 types. Vous avez les nombres, donc vous oubliez un petit peu ce que c'est qu'un entier flottant, c'est des nombres, des booléens, des chaînes de caractères, les fonctions, ça c'est cool parce qu'elles sont de premier ordre en plus, les objets, donc là c'est un peu tout, et mon préféré, undefined. Oui, undefined est un type. Donc pour vous y retrouver et pour vous aider un petit peu, pour ne pas planter au runtime, parce que les fonctions, vous pouvez passer n'importe quoi dedans, vous pouvez oublier des paramètres, ça peut marcher quand même, vous allez vous outiller. Il y a grosso modo 2 types d'outils. Vous avez les bibliothèques JavaScript, comme par exemple AJV et Joy, qui vont permettre, donc j'ai un petit exemple après, de vérifier qu'un objet correspond bien à une spec que vous voulez. Ça correspondrait à une classe, par exemple. Vous avez après des outils d'analyse statique qui vont faire un petit peu comme un compilateur. Donc c'est Flow ou TypeScript. Donc TypeScript, JavaScript that scales. Donc ça reste du JavaScript, c'est un peu plus puissant. Sinon, vous pouvez carrément passer sur des langages qui transpilent vers du JavaScript, donc par exemple PureScript, mais là par contre c'est assez high level. Exemple avec Joy par exemple, donc on va définir une spec de ce que c'est qu'un zombie. Donc par exemple un zombie, c'est un objet qui contient un nom, obligatoirement, une force, pas obligatoirement, et un coefficient de débilité. Et en fait pour le vérifier, vous allez passer des objets, donc par exemple un vrai zombie et un humain, et vous allez faire ici un joy.validate qui va vous dire si cet objet correspond bien à cette spec. Donc ça va vous permettre de vérifier que ce que vous récupérez en entrée, c'est bien l'objet auquel vous vous attendiez. Ce qu'il y a de bien avec Joy aussi, c'est qu'il va filtrer les entrées que vous avez en trop. Donc on récupère un JSON, en JavaScript c'est hyper facile, JSON.parse, machin, vous allez trouver tout et n'importe quoi dedans. Là, il va vous filtrer juste, donc pour ceux qui ont eu l'œil, juste les bonnes parties d'un zombie. Une fois que vous avez cet outillage-là pour les types, il va falloir trouver un style. Donc, JavaScript, c'est un langage qui est multiparadigme. Vous pouvez faire de l'objet à prototype, ce n'est pas des classes, pas tout à fait pareil qu'en Java. Vous risquez d'avoir des petits problèmes si vous faites des classes en pensant que ça marche comme en Java. Du coup, moi, ce que j'essaie de faire, du moins, c'est de profiter du fait que les fonctions sont de premier ordre pour faire de la programmation fonctionnelle en JavaScript. Ça marche plutôt pas mal, mais pour ça aussi, il faut s'outiller. Alors déjà, premier truc, utilisez pas var, utilisez const. Var, c'est un petit peu particulier. Et une fois que vous avez fait ça, après, vous avez des bibliothèques pour vous aider. Donc, par exemple, Ramda, donc il n'y a pas que ça, hein, qui va vous apporter tout ce qui est composition de fonctions, purification, tout ça. Donc, ça va vous aider à faire de la programmation fonctionnelle en JavaScript. Immutable.js qui va vous apporter des collections immuables. Donc, ça, c'est quand même pas mal. J'aime beaucoup Fantasyland. Alors, ce n'est pas une bibliothèque, en fait, c'est une spec qui va être implémentée par plusieurs bibliothèques. Et cette spec-là, elle définit ce que c'est qu'une monade, ce que c'est qu'un foncteur. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'une fois que les différentes bibliothèques implémentent cette spécification, elles vont être compatibles entre elles, ce qui n'est pas gagné d'avance. J'ai replacé PureScript. Alors, j'aime pas particulièrement PureScript, hein, mais si vous voulez vraiment faire de la programmation fonctionnelle sur du Node, partez sur du PureScript. Le linter, un de vos meilleurs amis. En fait, si vous faites du JavaScript sans linter, c'est un peu si vous vous retrouviez dans une cour fermée avec plein de zombies et en slip, sans armes, sans rien. C'est dangereux de faire ça et franchement, vous allez avoir des problèmes. Il n'y a pas de débat, pour JavaScript, il faut utiliser ESLint avec une des configurations que je propose là. Donc si vous faites de la programmation fonctionnelle, vous utilisez plugin FP. Et
globalement, pour tout le reste, Airbnb base, qui va être le standard un petit peu de facto. Pour écrire du bon code en JavaScript, il y a plein de ressources. Si vous faites comme moi, que vous allez regarder les sources dans GitHub, vous allez trouver du tout et du n'importe quoi. Il y a du bon, il y a du moins bon. Pour s'y retrouver, j'ai trouvé une mine d'or. C'est une série d'articles sur Medium qui s'appelle Composing Software par ce monsieur, Eric Elliott. Je vous en conseille très fortement la lecture. Donc, c'est une quinzaine d'articles à peu près qui expliquent, donc le QR code correspond à l'URL de l'article, qui explique comment bien coder en JS. C'est bien écrit, c'est justifié, voilà, c'est vraiment génial. Donc, si on a une à retenir, c'est celle-là. Bien, une fois que vous avez trouvé votre style, il va falloir récupérer toutes les bibliothèques à côté. NPM, je ne sais pas si vous connaissez NPM, le plus grand dépôt de bibliothèques du monde. Donc, il y a du bien, du moins bien et du n'importe quoi. Et en fait, parmi les millions de bibliothèques qu'il y a là-dedans et d'outils, il va falloir s'y retrouver. Et quand on est tout nouveau, c'est pas facile. Donc il y a bien les stars, GitHub, Google, tout ça, mais il y a quelque chose qui est absolument génial. C'est le Project Awesome. Je ne sais pas si vous connaissez. En fait, il y en a pour à peu près tous les langages et toutes les plateformes. En fait, c'est une série de listes communautaires qui sont sur GitHub et qui vont lister en fait tous les projets qui sont populaires, généralement de très bonne qualité, pour à peu près tout et n'importe quoi. Donc, par exemple, vous avez la liste AwesomeJS pour tout ce qui concerne JS, AwesomeNode pour tout ce qui concerne Node, et si vous voulez faire de la programmation fonctionnelle en JavaScript, vous avez Awesome FPJS. Et si vous voulez vous lancer dans Rust, par exemple, vous avez AwesomeRust, etc. Bien, parlons un petit peu de Node. Donc, Node, qui est une plateforme asynchrone et event-driven. Donc, oubliez votre gestion de thread et tout ça, il n'y a plus tout ça. Et en fait, ça fait vraiment très bizarre au début. Donc, il va falloir que vous appreniez à manipuler des choses, des callbacks, par exemple. Alors, les callbacks, c'est quoi? C'est vous avez une fonction qui va exécuter, qui va faire quelque chose, par exemple une recherche, et vous allez passer un paramètre ici qui est le callback. Donc, c'est une fonction que vous allez exécuter une fois que votre opération va être terminée, ici. Alors autant vous dire que quand vous essayez de composer des opérations entre elles, comme je l'ai fait là, c'est-à-dire faire des recherches successives, c'est rapidement assez illisible. Comment ça se teste ça? Parce que vous allez y avoir droit forcément. Ça se teste assez simplement. En fait, vous allez passer le callback comme vous appelleriez la fonction dans votre code de production, et vous allez faire vos assertions ici dans le callback. Très bien. Il ne faut juste pas oublier un détail ultra important, sinon vous allez avoir des tests qui sont toujours verts. Et ça ne voudra pas dire que c'est bien, c'est ce petit truc-là, done. Ce qui va se passer, c'est que le code il va s'exécuter d'une traite. Zoup. Et le framework de test, il va dire, si vous ne mettez pas le done, ok, il n'y a pas eu d'assertion, tout va bien, suivant. Donc, il ne faut pas l'oublier. Deuxième chose, vous avez les promesses. Alors, les promesses, c'est quoi? C'est une valeur que vous obtiendrez plus tard. J'ai écrit exactement le même code, c'est assez illisible. Grosso modo, on va faire une recherche, donc on va passer un tableau de trucs qui renvoient des promesses, donc vous avez le détail du code sur GitHub, et après on fait zen pour dire j'ai eu le résultat et maintenant j'en fais quelque chose. Comment ça se teste? On peut faire de la même manière avec le point done, c'est-à-dire que soit dans le zen, soit dans le catch, dans le cas d'une erreur, et je vais revenir sur le catch juste après. Soit on utilise des spécificités des frameworks de test qui en JavaScript vous permettent d'écrire des trucs du genre il est où mon point reject? Je ne le vois pas, bon, c'est pas très grave. S'il est là, le point reject pour dire que cette promesse, elle a rejeté. Donc, promesse, ça peut être dans deux états, résolu ou rejeté. Et rejeté, c'est une erreur. Il ne faut pas oublier le petit return qui va bien. Donc là, il n'y a plus de done, mais si vous ne faites pas de return, la fonction return rien, donc le framework de test, il dit tout s'est bien passé. Et donc je disais, le point catch, si vous l'oubliez, vous allez avoir un gros problème, c'est que le process node, il va être dans un état incohérent. Vous allez avoir un unhandled promise rejection, et du coup, vous pouvez killer votre process, il ne sert plus à rien, il ne peut plus rien faire. Plus récemment, donc c'est avec Node de 7, je ne sais plus combien, .4, .6, ont été introduits l'écriture async await, qui existe en C#, je crois, un truc comme ça, et dans d'autres langages aussi. Comment ça marche? En fait, c'est la même chose que les promesses, mais écrit différemment. Vous allez voir publier des async un petit peu partout pour dire que c'est une fonction asynchrone, c'est-à-dire que quand vous allez retourner quelque chose, ça va retourner une promesse. Et derrière, à la place du zen, vous allez faire un await. Comment ça se teste et comment ça s'utilise? En fait, vous allez faire un try-catch. Plutôt que de faire .zen, vous allez faire await, et plutôt que de faire .catch, vous allez faire catch. N'oubliez pas le return non plus.
Là encore, si vous oubliez le catch, vous êtes cuit, c'est foutu, votre truc ne va plus marcher. Pour éviter ces problèmes-là, il y a des bibliothèques qui existent. Donc il y a Funtasks et il y a Fluture notamment. Donc ça, c'est exactement le même code. Donc c'est un petit peu écrit différemment. C'est compatible Fantasyland. Et en fait, ce que va faire Fluture, c'est que contrairement aux promesses et aux 5 await qui s'exécutent tout de suite, c'est vous qui allez voir déjà le contrôle et surtout, vous n'allez pas pouvoir zapper la gestion d'erreurs. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, on va construire la Fluture et derrière, on va être obligé d'exécuter quelque chose, donc avec fork, et passer en premier paramètre le callback de gestion d'erreur. Donc vous ne pouvez pas vous louper. Si vous ne voulez pas gérer l'erreur, vous êtes quand même obligé de passer le callback. Après, c'est tant pis pour vous. Mais au moins, vous n'aurez pas un process node qui est foutu. Évidemment, il ne faut pas oublier le done, parce que forcément, on est dans des callbacks. Sinon, on exécute d'une traite et le code et le test est vert. Bien. Voilà pour l'asynchronisme. Ensuite, il y a des événements. Alors les événements, c'est quelque chose qui est utilisé à peu près partout dans Node. Et c'est assez pratique pour découpler le code, mais il faut faire attention à un ou deux petits détails. Exemple, on se balade, donc ça se passe en haut, et puis forcément, il y a des zombies qui apparaissent. Donc, des zombies de forces différentes. Et puis nous, ce qu'on fait en mode survie, on va chercher des armes, parce que forcément, pour tabasser du zombie, c'est plus simple. Une fois qu'on a cette fonction-là, on va pouvoir attacher, donc on émet des événements ici avec le emit, et on va devoir attacher des listeners d'événements. Ça marche un petit peu comme en Java. Donc on fait un on zombie. Et après, ce qui se passe, c'est que l'exécution des listeners, en fait, elle est synchrone. C'est-à-dire que dès qu'on fait un emit, immédiatement, les listeners sont tous appelés à la file, les uns des autres. Ce n'est pas forcément toujours ce qu'on veut. Donc, par exemple, ici, on considère que si un zombie n'est pas très balèze, on va le tabasser tout de suite, comme ça on n'en parle plus. Par contre, s'il est un peu plus balèze, on va vouloir le tabasser un petit peu plus tard. Et pour ça, il va falloir utiliser une technique qui est assez marrante, parce qu'en fait, on appelle set immediate, mais ça ne va pas s'exécuter immédiatement, ça va s'exécuter immédiatement après. Donc, je ne vais pas vous expliquer comment fonctionne l'event loop de JavaScript, mais grosso modo, ce code-là va s'exécuter d'une traite, et juste après l'exécution de cette fonction, le set immediate va s'exécuter. Contrairement au set timeout ou au set dont j'ai bouffé le nom à côté. Voilà. Donc l'idée là, c'est que de manière synchrone, on va pouvoir taper directement le zombie s'il n'est pas trop balèze, et sinon on attend un peu plus tard, peut-être d'avoir trouvé une arme pour taper plus fort. Je me rends compte que j'ai été hyper rapide, donc c'est cool. J'ai largement le temps de remercier mes collègues qui m'ont aidé à monter cette presse. Je remercie mon employeur qui m'a payé le voyage depuis Bordeaux, ça c'est pas trop long, et Devoxx évidemment pour me permettre de partager avec vous ces trucs-là. Du coup, je vais peut-être avoir du temps pour prendre une ou deux questions. Juste avant quand même, un dernier petit truc, il ne faut pas oublier un truc en JavaScript, c'est que undefined n'est pas une fonction. N'oubliez pas celle-là. Merci.